Reynald Secher, bonjour. Bonjour. La Vendée Vengée, le génocide franco-français, aux éditions Perrin, c'est une réédition. Ça fait 20 ans, bon anniversaire. Merci. Mais quel travail! Oui, quel travail. C'était un travail de longue haleine, puisque ce deuxième livre sur un ensemble qui comporte 3 livres, ce deuxième livre, ça correspond à ma thèse d'État, qui a été soutenue à Paris 4 Sorbonne en 83, mais qui était le fruit d'un carottage sur un village brito-vendéen, la Chapelle-Basse-Mer, qui nous a permis de créer des méthodes, et c'est cette méthodologie qu'on a extrapolée pour l'ensemble de la Vendée militaire et qui a donné ce livre, Le génocide franco-français, la Vendée Vengée, qui a été publié à l'époque aux presses universitaires de France. En avril 86, mais ce n'est pas ce qui vous a valu le prix de l'Académie française en 87. Non, le prix de l'Académie française m'a été accordé pour la spécificité de mes recherches sur le village dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la Chapelle-Basse-Mer. C'était un carottage scientifique qui était ciblé sur un village vendéen par destination, mais qui était situé à la limite de la frontière brito-française. C'est assez compliqué tout ça pour les gens qui ne sont pas de l'Ouest. Brito, c'est la Bretagne. La Bretagne est française, donc la France. Il était situé sur la frontière du côté breton. En fait, c'était une frontière, imaginons, très forte, très structurée, avec une énorme forteresse. Si vous voulez avoir une idée de cette forteresse, il suffit de regarder le château d'Angers. C'est le même type de château. Et puis, qui a basculé du côté de la Vendée, en fait, quelques jours après l'insurrection. Et puis, troisième caractéristique, c'est un village ligérien, c'est-à-dire qui est en bordure de la Loire. Et malheureusement, je regrette l'écriture nouvelle, Chapelle-Basse-Mer en 3 mots. Chapelle, c'est Capellia, lieu où est déposée la relique, en l'occurrence une relique du voile de la Vierge. Et Basse-Mer, ça n'a aucune référence avec la mer qui est à 100 kilomètres. C'est le nom du seigneur Bassamarus. C'est celui auquel appartenait la terre. Et à la Révolution française, on a voulu retirer cet aspect féodal, nobiliaire, et on a décomposé le mot Bassamarus en 2 parties. C'est dommage. Par quel talent avez-vous retenu l'attention de l'Académie? Je crois qu'ils étaient surpris, les académiciens, qu'il y ait autant de données, autant de raisonnements sur un village, somme toute banal, un des nombreux villages qui constituent cet incroyable paysage de l'Ouest. Et ils ont été surpris par à la fois le raisonnement, les conclusions et la méthodologie et les données que j'ai pu récolter de par le monde. Évidemment, tout cela concerne cette période douloureuse qui appartient aux heures les plus sombres de notre histoire, pourrions-nous dire, celle de la Révolution française, l'insurrection vendéenne, le génocide franco-français. Quand je disais travail titanesque, quel travail au début de cette émission, c'est parce qu'il n'a pas été facile d'éditer ce livre la première fois. Alors paradoxalement, si. C'est la seconde édition alors? C'est comment dire, en fait, c'est les PUF ont signé avec mon. Non, mais vous avez eu des pressions. Ah oui, c'était pour la soutenance de thèse que j'ai eu énormément de pression pour pas que je soutienne cette thèse qui remettait en question la commémoration du bicentenaire de la Révolution, puisque j'ai soutenu ma thèse sur le génocide en 85 et déjà on se préparait à la commémoration de 1989. Et c'est juste avant. Mais le contrat avec les presses universitaires de France a été signé par Pierre Chonu, je dirais presque avant la soutenance de thèse, tellement il était persuadé que ça serait l'objet d'un énorme succès littéraire, ce qui a été le cas. Mais alors cette soutenance de thèse, pourquoi autant de pression à votre endroit et quelle était l'ampleur de celle-ci? Il était clair qu'on se préparait en 85-86 à vraiment faire une addition de faits fastueuses concentrée sur 1989 et qui englobait l'intégralité de la Révolution française. Donc on était dans le mythe créé de toutes pièces par Michelet, une révolution propre que rien ne devait entacher. Et comme le disaient Pierre Chenu et Jean Meyer, la Vendée, c'est la tâche
de cette Révolution française. Et le gouvernement, à l'époque, socialiste, un certain nombre de penseurs, notamment marxistes, ont tout fait pour empêcher ce travail, aussi bien la soutenance que la publication, et après, on connaît l'histoire. Mais ce qui signifie, Reynald Secher, qu'il n'y avait pas de précédent, que cette période n'avait jamais été étudiée? C'est exact. La Vendée, dans sa globalité, focalisée sous cet aspect des choses, n'avait jamais été travaillée à l'université. C'était un sujet tabou, on peut dire interdit. Ça vous a valu évidemment votre carrière? Ça m'a valu ma carrière. Puisqu'aujourd'hui, vous n'enseignez pas à l'université. Je n'ai jamais été élu à l'université et on m'a expliqué pourquoi. C'est parce que j'ai commis ce crime. Bien que docteur en histoire et ayant reçu de très nombreux prix, histoire, non, je ne peux pas enseigner en France, oui. Alors on va entrer dans le détail, si vous le voulez bien, de la Vendée vengée, le génocide franco-français. D'abord, peut-être une explication liée à l'orthographe qu'il faut tout de suite élucider, c'est venger, venger sans E. Oui, alors ça fait partie de la mécanique intellectuelle révolutionnaire qu'on va expliciter plus tard, c'est-à-dire qu'on a débaptisé solennellement le 7 novembre 1793 la Vendée pour l'appeler département Vengée. Mais je vais expliquer la mécanique tout à l'heure, en expliquant ça fait partie du génocide. Mais pour quelle raison en soi cette attaque, si je puis dire, à la sémantique, à l'idée même du nom? Il fallait rayer le nom en tant que tel? Oui, rayer le nom, parce qu'on partait du principe que un citoyen ne pouvait pas s'insurger contre la révolution bonne et généreuse. Seuls les non-citoyens, c'est-à-dire les non-humains, ça peut paraître incroyable comme raisonnement, pouvaient le faire. Conséquence, des non-hommes ne peuvent pas être propriétaires, donc ils ne peuvent pas avoir de territoire. S'il n'y a pas de territoire, il ne peut pas y avoir de nom. Donc la Vendée n'existe plus. Mais comme la nature a horreur de vide, on décide solennellement de lui donner un nouveau nom, département Vengée. C'est pas un jeu de mots d'ailleurs, contrairement à l'apparence. Pour exprimer à la fois cette situation de fait, il n'y a plus personne propriétaire en Vendée, il n'y a plus de département, et donc l'idée c'est de réoccuper intellectuellement et physiquement la Vendée, en retirant la souillure qu'il y avait. Et je rappelle toujours donc la vengeance, elle vient du côté révolutionnaire. Elle vient du côté la révolution, c'est venger de l'agression. Non, il faut pas le prendre sous cette forme-là, sous cette définition. D'accord. Pour comprendre, le bourreau, celui qui œuvre à la guillotine, est appelé le vengeur. C'est-à-dire, c'est celui qui tue, mais c'est celui aussi qui purifie. C'est ça, donc c'est bien la révolution qui se venge, en quelque sorte. Ce n'est pas une vengeance, proprement dit. C'est un nettoyage. Un nettoyage. Bon, très bien. Oui, parce que la révolution a été agressée moralement dans son essence même. Elle purifie. Et donc le concept de venger est lié à cette purification. Comme les défanatiseurs pour les Cristeros au par Mexique. exemple. La Vendée, c'était à l'époque, il faut bien se le représenter sur le plan géographique, ça n'a rien à voir avec le département aujourd'hui. Absolument pas. Comment dire, la Vendée militaire est une pure création révolutionnaire. La Vendée proprement dit n'a aucune existence juridique, historique. La Vendée, c'est la rencontre de trois provinces, le sud de la Bretagne, dans le cadre du département Loire-Inférieure, Loire-Atlantique de nos jours, le sud-ouest de la province du Maine et le nord-ouest de la province du Poitou, c'est-à-dire le nord du département de la Vendée et le nord du département des Deux-Sèvres. Grosso modo, c'est 10 000 km², grosso modo, c'est 815 000 habitants et c'est 770 communes ou paroisses qui sont dans un immense rectangle qui va de Saint-Nazaire à Angers, d'Angers à Parthenay, de Parthenay au Sable d'Olonne. Voilà la définition géographique et spatiale de la Vendée militaire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sous la Restauration, Louis XVIII avait imaginé créer un nouveau département qui s'appellerait département Vendée militaire. Il est mort trop tôt. Et donc ça aurait pu... Oui, absolument, tout était préparé. Ça aurait pu avoir une survivance absolument, départementale, administrative, et tout était prêt. J'ai retrouvé tout le dossier, et Louis XVIII est tombé et meurt trop tôt. Mais pourquoi le département actuel de la Vendée ne correspond-il pas vraiment à l'histoire révolutionnaire de la Vendée, que ce n'est pas le premier concerné par tout ce qui s'est passé? Parce que la province du Poitou a été décomposée en trois départements en 1789, à l'ouest le département de la Vendée, au centre les Deux-Sèvres et à l'est la Vienne. N'est concerné par la contre-révolution que le nord de la Vendée. Le sud est contre la contre-révolution.
Et c'est très marqué. C'est très marqué. Ah oui, oui, il suffit de glisser à travers ce département pour se rendre compte du point de rupture. C'est très, très curieux. Comment expliquez-vous ces Et points de politiquement, rupture? ça s'exprime toujours à l'heure actuelle. Et comment l'expliquer justement ces points de rupture qui peut-être séparent des villages entre eux? Oui, même des villages qui sont séparés en deux. Hein. Alors ça s'est fait pour des raisons de circonstances, mais là on va rentrer trop dans les situations spécifiques locales, ce qui nous amène d'ailleurs aux causes globales, générales, du fait que la Vendée ait pris les armes contre la Révolution. Mais tout le monde n'a pas pris les armes. Non, tout le monde n'a pas pris les armes. Et au-delà d'une certaine limite, on ne les prend plus. Non. Au contraire, on va se battre contre les contre-révolutionnaires. Et dans une même famille. Et ça tenait à la façon dont la monarchie était perçue dans ces autres régions, ou ça tient à l'ancrage du catholicisme? Il y a une addition de causes. Il y a des additions de causes qui sont liées aux familles, tout simplement, qui sont liées au village, à la nature de la gestion du village, ponctuellement, mais historiquement aussi. Et puis, bien entendu, à toutes les manipulations qui étaient mises en œuvre à l'époque. Mais ce qui est... Avant d'entrer dans notre sujet, de parler du mémoricide en tant que tel, un mot auquel vous tenez particulièrement, la Vendée reste dans l'imaginaire aujourd'hui, peut-être dans l'histoire aussi, la seule région française qui s'est vraiment rebellée contre la Révolution. C'est totalement faux. En 1793, en mars 93, on peut considérer que 60 à 65% du territoire national, de la population française, se sont insurgés contre le pouvoir central. Et je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être des régions rurales, c'est le Berry, mais c'est aussi une addition de villes moyennes, grandes. Je vais vous en citer quelques-unes, comme Lyon, Toulon, Bordeaux, Caen, etc. La révolte vendéenne n'est pas spécifique à la Vendée. C'est quelque chose que nous retrouvons non seulement d'ailleurs sur le territoire national, mais aussi sur les territoires occupés par la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les populations prennent conscience du délire idéologique et des conséquences que la Révolution génère. Et pourquoi ces autres parties du territoire français ne vont-elles pas laisser de traces vraiment dans l'histoire aussi marquante que celle de la Vendée? À partir de quand la Vendée écrit-elle vraiment son propre destin funeste? Alors, en fait, la Vendée est effectivement la seule région qui est durée dans le temps, région insurgée. Puisque très rapidement, toutes les régions rurales qui se sont insurgées ont été réprimées dans le sang, et toutes les villes aussi. Alors pourquoi ça a duré en Vendée? Ça a duré en Vendée pour 3 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de grandes villes sur cet immense territoire. Pas de grandes villes, ça veut dire pas de grandes casernes. Pas de grandes casernes, ça veut dire pas de force de répression. Deuxièmement, il y a une identité qui va se construire très rapidement en Vendée militaire, identité issue du monde rural. Et en fait, tout le monde parle le même discours, même s'il n'y a pas la même histoire formelle, événementielle. Mais tout le monde, dans le cadre de l'événement, va parler le même langage et va réagir unanimement, pareillement. Et troisièmement, très vite, la Vendée militaire s'est organisée au niveau humain et au niveau matériel. Donc c'est une énorme organisation. Et la Vendée militaire est un no man's land historique, c'est-à-dire que c'est une région très paisible. Je vais vous donner quelques exemples d'auteurs qui ont exprimé cela. Joachim du Bellay, qui est issu de la Vendée militaire future de Liré, qui exprime parfaitement cela. C'est un pays angevin, c'est un pays ligérien, c'est un pays très serein, ensoleillé, etc. Donc, il n'y a jamais eu de réaction vive sous l'Ancien Régime, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu de répression. Il n'y a pas eu de traces de répression. Conséquence, lorsque les Vendéens s'insurgent, ils ne savent pas qu'il peut y avoir un jour une répression. Contrairement, par exemple, à la Bretagne, lorsque les bonnets rouges s'insurgent sous le règne de Louis XIV, la répression est telle qu'elle va marquer l'inconscient et le conscient de manière indélébile des Bretons, et que lorsque la chouannerie va commencer à émerger dans le cadre de la Bretagne, très vite, les anciens vont rappeler ce qui est possible. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à étudier la cartographie
de l'insurrection réussie en Bretagne, de l'insurrection ratée. Elle correspond à la répression faite par Louis XIV, qui est une répression épouvantable, et je ne peux que conseiller les auditeurs de lire ce qu'a écrit sur ce sujet, par exemple la marquise. Au fil des pages, avec Reynald Secher, La Vendée vengée, le génocide franco-français, ce sont les 20 ans de cet ouvrage paru en avril 86, réédité aux éditions Perrin. Reynald Secher, on essaie justement de comprendre ce qui caractérise la Vendée par rapport à d'autres régions de France qui se sont insurgées. Et comment était perçue la monarchie française à l'époque? Comme lointaine, comme une alliée fidèle? Il n'y a pas de spécificité de comportement, ça surprend évidemment quand je dis ça, de rapport entre la monarchie et le peuple. Souvent en 1789, tout le monde est monarchiste, monarchien qu'on disait à l'époque, et l'idée même qu'il puisse y avoir un jour une république en France était impensable. S'il y a 0,001% des Français qui puissent imaginer ça, c'est vraiment le maximum. On est critique vis-à-vis de la monarchie, paradoxalement parce qu'elle est trop présente. Elle est trop présente par l'impôt. Alors évidemment, ça nous fait sourire parce que quand on voit notre taux fiscal, qui est hallucinant, à l'époque c'est grosso modo de 2%. Bien. Elle est trop présente 2% aussi. seulement? C'est très faible. L'imposition en France est très très faible. Hein. L'imposition par le régime civil ou vous comptez également l'Église? L'imposition globale. Globale. Église plus... Oui, c'est très faible. Hein. Et d'ailleurs, la Révolution va augmenter de manière considérable la fiscalité. Et c'est une des causes d'ailleurs de l'insurrection, des insurrections. Trop présente aussi par le service militaire obligatoire qu'on appelle la milice, ce qui n'est pas du tout une invention de la Révolution française. Trop présente aussi par les corvées, c'est une autre forme d'impôt, d'impôt en nature. Donc, très tôt, on est critique vis-à-vis du pouvoir central, monarchique. On écrit au roi, qu'on l'on tutoie d'ailleurs, moi j'ai trouvé des milliers de lettres en disant « si on t'aime bien », mais vraiment, laisse-nous plus libres. C'est très curieux. Et le roi répond d'ailleurs, hein. Il signe, évidemment c'est pas lui qui répond directement, mais il répond à des pétitions, à des lettres, soit individuelles, soit collectives, par le biais de la fabrique, c'est-à-dire en fait de la structure municipale de l'époque, mais qui est de nature religieuse, etc., etc. C'est assez curieux le rapport qu'il y a entre le roi, la monarchie, mais c'est le roi proprement dit. Il y a un attachement filial. Filial. Il y a un rapport de père à fils très précis, et c'est bien pour ça que le terme de patrie est un terme important à l'époque. Et c'est bien pour ça que lorsqu'on exécute le roi, la population en France considère qu'au-delà du déicide commis, puisque le roi c'est le lieutenant de Dieu sur terre, il y a un parricide. Un roi s'est-il jamais rendu en Vendée? Jamais. Non, jamais. Jamais un roi n'est venu en Vendée militaire. La Vendée a-t-il été concernée par toutes les fortifications que l'on peut voir oui, absolument. Le long de la côte atlantique? Oui, parce que une partie de la, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la future Vendée militaire est bretonne, mais l'autre partie elle est française. Donc de chaque côté de la frontière brito-française, eh bien vous avez une ligne Maginot, hein, de défense, et du côté breton et du côté français. Par exemple, Angers, et parallèlement à Angers, vous avez la Chapelle-Basse-Mer, Machecoul, etc. Donc vous avez une addition de forteresses, de donjons et de villes fortifiées. Donc si je vous suis bien, Reynald Secher, un attachement filial au roi, une présence de la monarchie perçue, comme un peu trop... Présent. D'ailleurs, on est favorable à la Révolution au début, mais on est favorable, je dirais, au concept anglais, britannique de la Révolution. En fait, ce n'est pas une rupture, c'est une évolution naturelle. Et justement, c'est précisément ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce que les Vendéens ont écrit dans leur cahier de doléances? Est-ce qu'on a des indications précises pour les états généraux? Il n'y a aucune spécificité vendéenne. On trouve partout les mêmes discours. Alors souvent on dit qu'on copiait les cahiers les uns par rapport aux autres. Je ne crois pas à cela. Hein. Je crois que tout le monde ressentait les mêmes mots, se heurtait aux mêmes difficultés et les ont exprimés comme ils les vivaient. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'insurrection est en partie liée au refus d'une fiscalité plus élevée. Est-ce que
si on devait faire un parallèle historique qui évidemment est très limité peut-être, parce que c'est toujours très anachronique. On sait que beaucoup de personnes sont entrées dans la résistance pendant la guerre pour refuser le STO. Est-ce que beaucoup de Vendéens sont entrés dans la résistance pour refuser la Révolution? Mais absolument. La cause qui est à l'origine de l'insurrection vendéenne est très 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 précise. C'est-à-dire que lorsque la France va déclarer la guerre au monde, il ne faut pas oublier que la révolution en France très vite va devenir une révolution idéologique universelle. Donc, il y a deux concepts possibles pour établir la révolution à l'intérieur comme à l'extérieur. Soit, c'est tout le débat qu'il y a eu au début du XXe siècle entre Rosa Luxembourg et Lénine. Soit on fait la révolution à l'extérieur, par la guerre, on l'impose, et après on va l'imposer en interne, soit on la fait d'abord en interne et on va l'imposer à l'extérieur. Et en fait, on va déclarer la guerre à l'extérieur. C'est la France qui, de manière unilatérale, déclare la guerre au reste de l'Europe. Cette déclaration de guerre se traduit par deux conséquences. Premièrement, une agression, puisque la France va envahir les territoires circonvoisins. Mais les pays étrangers vont aussi se défendre. Et ils vont refouler les troupes françaises à l'extérieur de leurs frontières et ils vont envahir le territoire national. Et là, le pouvoir central français décide un effort de guerre et entre autres un recrutement. C'est la loi des 300 000 hommes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette assiette générale définie, elle va être décomposée par département et ensuite décomposée par village. Et il faut savoir que le maire, qui est un fonctionnaire, est exempté du service militaire. Conséquence, il va envoyer sous les drapeaux tous ses adversaires. Bien sûr, théoriquement, il y a un tirage au sort, mais en fait, c'est lui qui choisit arbitrairement. Et en fait, lorsque le citoyen de base est retenu pour aller servir le drapeau, il a trois questions qui viennent naturellement à lui. Vais-je défendre un régime liberticide? Deuxièmement, qui va défendre ma propre famille contre les excès de la dictature, de l'administration et du politique? Troisièmement, moi-même, puisque un militaire est aussi un gendarme à l'époque, moi-même, vais-je pourchasser mon frère? Eh bien, ils disent non. Et le seul fait de dire ça, ce sont non, les trois questions qu'ils se posent à eux-mêmes. Bien sûr. Et dont on débat à l'intérieur des familles, à l'intérieur des hameaux, à l'intérieur des villages. On appelle village à l'ouest une commune. Bien. Et conséquence, ils disent non. Le seul fait de dire non, ils deviennent hors la loi. Ça veut dire qu'ils sont sanctionnables. Soit on les exécute comme déserteurs, soit on les exécute, soit on les déporte, etc. Conséquence, eh bien, ils vont se regrouper, ils vont s'unir, l'union d'un village, l'union d'une addition de village, l'union d'une addition de village, et ça donne la Vendée militaire. La Révolution n'a pas su conjurer cette évolution en essayant d'éviter justement qu'ils deviennent hors la loi? Non, pas du tout. Vous savez, ils sont tellement sûrs. On retrouve ça un peu partout dans le cadre des 19e et 20e siècles, lorsqu'on a des délires idéologiques. Ils sont tellement sûrs d'avoir le monopole de la vérité qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse être contre. Et puis à la limite, si le peuple ne pense pas comme il doit penser, changeons le peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en Vendée. Comme le peuple ne pense pas bien, on l'élimine, on met un autre peuple. Alors Hélène Secher, on se retrouve dans cette situation où le peuple refuse, ou du moins une bonne partie des Vendéens refusent d'aller au combat. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ils se regroupent, ils s'organisent, mais avec qui, avec quoi? Alors, en fait, il faut pas oublier que la Vendée militaire est une région très riche. Ça, c'est une spécificité de la région, de cette région. Et deuxièmement, c'est une population exclusivement rurale, qui s'est toujours, je dirais presque, autogérée, avec ces structures, qui sont d'ailleurs des structures élues. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, c'est dans le cadre des fabriques, les élus sont toujours responsables de leur gestion sur leurs propres biens. C'est-à-dire que s'ils commettent une bévue dans la gestion, c'est à eux de payer. Imaginez si c'était le cas de nos jours, comment on ferait attention. Donc, tout le monde est élu, la femme participe au vote, etc. C'est la Révolution qui va bloquer et interdire le vote aux femmes. Dans la civilisation traditionnelle en France, tout se fait à main levée et les femmes comme les hommes participent aux élections.
Donc, en fait, une autogestion. Et lorsque on s'insurge, le pouvoir central va être chassé, l'expression du pouvoir central, mais il est très peu présent physiquement. C'est quoi? Le maire, le curé-jureur, qu'on appelle tonton, c'est-à-dire le traître ou le truton, le garde champêtre, puis quoi comme policier? Très peu. Ça veut dire que on va chasser la structure municipale, on va la balayer et on va remettre en place l'ancienne structure de gestion qui est la fabrique et tout le monde va être élu, etc. Ensuite, lorsqu'on rentre dans la guerre civile, parce que la Vendée est avant tout une guerre civile, qui n'est pas une spécificité, je répète, on la retrouve un peu partout. On commence la guerre civile en mars. Cette guerre civile va durer de mars 93 à décembre 1793. La première partie, qui correspond à mars 93 et qui va jusqu'au 29 juin 93, correspond à un regroupement, une prise de conscience, à une organisation. Et comme on se méfie de tout ce qui pourrait représenter un ordre militaire, etc., qui n'est pas sûr, parce qu'on se méfie, par exemple, de la noblesse, on va élire en Vendée, je dis bien élire, un paysan qui va être nommé généralissime des armées de la Vendée militaire, c'est Catilino. Et pourquoi les Vendéens se méfient-ils de la structure nobiliaire? Pour deux raisons. Parce que quasiment tous les nobles présents en Vendée militaire ont tous servi le pouvoir royal. Et dans l'inconscient des paysans, on se rend compte que l'administration qui servait le roi, c'est celle qui fait la révolution et qui va devenir très rapidement une administration liberticide. Puis la deuxième chose, la deuxième raison de la méfiance de la population vis-à-vis de la noblesse, c'est qu'il n'y a jamais eu un noble qui spontanément se soit mis à la tête des paysans insurgés. Aucun noble qui est devenu par la suite un grand militaire vendéen ne s'est spontanément mis à la tête des troupes. Donc la religion n'a pas suffi à unir tous ces hommes? Non. Non, pas du tout. Vous savez, le problème religieux, on pourrait en débattre. On va y venir d'ailleurs. C'est un problème assez compliqué. Et donc, prenons l'exemple de Charette, qui est devenu un des grands généraux vendéens. Lorsque les paysans s'insurgent à la Garnache, autour de son château Fonte-Close, ils vont tout naturellement voir le maître, c'est-à-dire le général Charette. Donc, il frappe à la porte. Respectueusement, arrive le valet en disant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Mais on vient chercher le maître pour se mettre à la tête de la troupe. Et le valet dit « Attendez, il n'est pas là, le maître. » « Comment ça, il n'est pas là? On l'a vu hier soir. »« Mais je vous dis qu'il n'est pas là. »« Attends. » Piano, on rentre dans le château, respectueusement, on retire les sabots. Puis on commence à fouiller le château, puis on arrive dans la chambre. Le lit est fait, un paysan très pratique on trouve le lit, pose la main sur les draps, il dit « Mais le maître est là, les draps sont chauds. » Et on entend un petit bruit, on tire le lit, et Charette est en chemise de nuit en dessous. Et on le prend en lui disant « maître, tu viens maintenant te mettre à notre tête. Si tu viens pas, on te casse la tête. » Et Charette va y aller en désespoir de cause, parce qu'il ne croit pas, lui, à l'insurrection. Et d'ailleurs, l'histoire va lui donner tort. Reynald Secher, merci. La Vendée vengée, le génocide franco-français aux éditions Perrin. On continue d'en parler. Dans la seconde partie, nous allons aborder plus précisément la question du mémoricide. C'est la suite d'une première émission qui a commencé donc à aborder cette question qui vous a valu, alors vous en avez parlé un petit peu, un certain nombre, non pas d'ennuis, mais aussi beaucoup de succès, puisque l'ouvrage a retenu l'attention du public. Un point d'ailleurs qui vous a étonné. Hein. C'est clair qu'on a été très surpris par la publication il y a 20 ans aux presses universitaires de France, tant en France d'ailleurs qu'à l'étranger, puisqu'en France, à l'époque, on a dû en vendre 80 000 exemplaires, puis il y a eu les États-Unis, l'Italie, la Pologne, etc. Et puis la nouvelle édition qui est sortie le 19 août 2006 est déjà un grand succès de librairie. C'est surprenant. Et comment l'expliquez-vous, cet attrait pour cette partie de l'histoire de France qui peut-être est certainement méconnu. Hein. Parce que c'est un sujet qui a été interdit pendant 200 ans, et en fait, le public a tout découvert. Et ça a réellement été un choc. Choc lors de la soutenance de thèse en 85, choc lors de la publication en 86 avec cette émission apostrophe qui a fait la une des journaux. Et en fait, aucun travail
à l'heure actuelle, sérieux, n'est venu contredire ces conclusions, même au contraire, les ont amplifiées. Donc la Vendée-Vengée, le génocide franco-français, dans une première mission, nous avons resitué le tableau de la Vendée. Comment était-elle à l'époque? À quoi ressemblait-elle? Quel était l'esprit aussi de ceux qui allaient s'insurger? Nous avons commencé à parler de cette guerre civile. On entre dans cette question évidemment très douloureuse et aussi très polémique, le mot de génocide franco-français que vous utilisez sans hésitation. Et ça répond à des définitions précises de génocide. Absolument. Alors, la guerre de Vendée, c'est avant tout une guerre civile, comme on l'a vu tout à l'heure, qui commence en mars 93 et qui va s'achever en décembre 93. Il y a 3 phases dans cette guerre civile. La première phase, qui va de mars 93 au 29 juin 93, correspond en fait à la mise en œuvre de l'insurrection sur cet immense territoire de 10 000 km². La deuxième phase, qui va du 29 juin 93 au 18 octobre 93, correspond à une stabilisation des forces en présence. C'est-à-dire qu'une fois que les Vendéens ont conquis leur territoire national, ils se sont dit, on va aller vers Paris parce que le problème est parisien. Et ils vont constituer une armée et ils vont aller en direction de Paris. Mais ils se sont très rapidement rendus compte que plus ils s'éloignaient de leur base, plus leur situation devenait critique. Et ils vont s'arrêter à Saumur. Et là, ils vont revenir en Vendée militaire en se disant, deuxième concept, l'union de tout l'Ouest fera la force, donc il faut envahir la Bretagne et s'unir, c'est-à-dire le nord de la Loire. D'où la deuxième phase, c'est-à-dire comme il n'y a pas de pont sur la Loire, ils attaquent Nantes. Nantes allait tomber, puis le hasard d'une balle fait que le général Catilino va être mortellement frappé et mourir. Il va y avoir un reflux et un échec, bien entendu, pour l'Union. Donc, durant cette deuxième phase, qui va du 29 juin au 18 octobre, même si les Vendéens gagnent bon nombre de batailles ou de coups de feu, le rapport de force, inévitablement, va leur devenir défavorable. Et à partir du 18 octobre, ils se disent, il faut traverser la Loire pour essayer de conquérir la Bretagne par l'Est. Malheureusement, il n'y a pas d'historiens chez eux. Et lorsqu'ils ont traversé la Loire, ils vont se heurter en permanence contre ce mur que je pourrais appeler ligne Maginot. Puisqu'il y a cette double fortification brito-française, ils vont se heurter sans arrêt à cela et ils vont arriver à Granville, qu'ils espèrent envahir, et Granville va résister, ils vont revenir, et ils vont réussir à pénétrer cette ligne Maginot, à la traverser, et malheureusement pour eux, il va y avoir une boucherie qui va se traduire par une extermination, mais due à la guerre civile, à Savenay, entre le 20 et le 25 décembre 1793. La guerre civile en Vendée est achevée. Je vous ai dit tout à l'heure que 60 à 65% du territoire national en mars 93 s'était insurgé vis-à-vis de Paris. En novembre 1793, il n'y a plus aucun lieu insurgé en France. Et la troisième chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les armées étrangères avaient envahi le territoire national. À partir d'octobre 93, toutes ces forces étrangères sur notre territoire a été battues et nous-mêmes, nous sommes en train d'envahir les pays circonvoisins. Donc, ce qui illustre quand même, Reynald Sécher, si je puis me permettre, la popularité de la Révolution ou pas? Non. Son efficacité. Son efficacité. Comment les 0,001% de républicains dont vous nous avez parlé tout à l'heure peuvent-ils ainsi réprimer? C'est le mystère des révolutions. Et ce n'est pas du tout une spécificité de la Révolution française. Vous retrouvez ça dans toute l'histoire. Regardez ce qui s'est passé en Russie, ce qui va donner naissance à l'Union soviétique. Regardez ce qui s'est passé en Chine, au Cambodge, etc. C'est toujours une infime minorité qui s'empare et qui impose du pouvoir et qui impose une dictature. Ça, pour moi, c'est vraiment une énigme. Il n'y a pas de travaux sur la question. Je pense que ça devrait donner, ça sera un objet extraordinaire de thèse, cela. Les colonnes infernales, c'était bien quand même des soldats, des hommes du monde. Oui, alors ça, c'est un peu plus tardif. Alors, mais il y a quand même eu des bataillons.
Oui, alors on va en parler si vous permettez. Donc, à la fin de décembre 1793, ça y est, la Vendée militaire, c'est terminé. La Vendée ne représente plus aucun danger. Et c'est à ce moment-là qu'on va décider de mettre en œuvre l'extermination et l'anéantissement. Qui est donc postérieur. Alors, justement, la conceptualisation est antérieure. C'est-à-dire que, et je me suis intéressé à cette question, quand est-ce que pour la première fois, le mot anéantissement et extermination arrive dans la bouche des conventionnels? Et en fait, très tôt, dès le mois d'avril 93, nous avons un certain nombre d'hommes politiques ou d'élus, je pense par exemple à Barrère, qui se posent la question de savoir qui a osé s'insurger contre notre révolution. Et on décide de les exterminer. Ça, c'est la première phase, c'est la phase verbale. Deuxième phase, qui est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est la phase légale. Et on va voter 3 lois. La première loi, c'est la loi d'anéantissement du 1er août 1793, qui ordonne l'anéantissement matériel, notamment économique, de la Vendée militaire. La deuxième loi, c'est la loi du 1er octobre 1793, qui ordonne l'extermination de tous les brigands de la Vendée militaire. Et un certain nombre d'hommes politiques, de militaires, de fonctionnaires, demandent une définition au nom de brigands. Et on va définir de manière très simple. Toute personne résidant en Vendée militaire, qu'elle soit patriote ou contre-révolutionnaire, doit être exterminée. Et on va donner des précisions en la matière, et on va exterminer de préférence les femmes sillons producteurs et les enfants car en passe de devenir futurs brigands. Puis troisième loi qui est prise, c'est la loi du 7 novembre 1793 qui décide de débaptiser la Vendée pour l'appeler département Vengé. Alors au-delà du délire légal, qui est unique dans l'histoire de l'humanité, comment faire appliquer les lois? Et là aussi, il y a 3 phases. La première phase, puisqu'on est dans le scientisme, c'est la phase scientifique. Et on va vouloir innover en la matière en demandant à un certain nombre de scientifiques de créer, par exemple, le gaz pour empoisonner l'air de toute la contrée. Et on va faire appel pour cela au plus grand chimiste de l'époque, qui s'appelle Fourcroy, et qui va pas trouver la solution. Un pharmacien, Proust, des Ponts-de-Cé, va lui avoir imaginé, avoir créé cette solution, et il va faire des essais sur des moutons en présence de conventionnels, et le rapport de conclusion est très précis, ni les moutons présents ni les conventionnels n'ont été incommodés. Donc échec au gaz. Deuxième idée, la mine. On décide de miner le territoire de la Vendée. Mais à l'époque, pas plus que de nos jours, on a créé la mine intelligente, celle qui est capable de sauter sous le mauvais. Échec à la mine. Puis troisième solution, l'empoisonnement à grande échelle à coup d'arsenic. Et on commence à œuvrer, mais on se rend compte que si on empoisonne sur l'ensemble du territoire de la Vendée militaire, l'eau, l'alcool, le pain, etc., ça peut être lourd de conséquences pour les troupes républicaines. Donc, échec au gaz. Et on va revenir à des solutions plus empiriques de cette deuxième période. C'est-à-dire l'extermination à coups de guillotine, à coups de noyade, à coups de sabrade, à coups d'éclatement de crâne, à coups de crosse, etc., etc. Et très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a 2 grands problèmes. Premièrement, les rendements sont faibles. Vous savez, l'exécution par la guillotine, par jour, c'est très limité. Le record, c'est 33. Il y a 815 000 habitants à exterminer. Les noyades, c'est la même chose. On peut mettre dans un bateau 800 000 enfants. Il y a 815 000 personnes à exterminer. Lorsque les républicains font sauter les crânes à coups de crosse, lorsqu'ils ont vu éclater les crânes de 2, 3 enfants, de 3 ou 4 femmes, ils n'en peuvent plus, ils vont vomir, etc. Puis le
le coût des opérations. Je lisais ce matin un article dans la presse, puisque Madame Royal vient de rendre hommage à la justice chinoise, à l'efficacité de la justice chinoise. Un journaliste rappelait que cette justice était non seulement expéditive, mais elle était curieuse puisque elle faisait payer la balle à l'exécuté. C'est une tradition dans toutes les dictatures. Et à l'époque, on considère que c'est à l'exécuté de payer son exécution. Et c'est très coûteux, une exécution. Je prends l'exemple de la guillotine. Non seulement il faut l'ériger, il faut l'entretenir. Par exemple, la peinture, elle est peinte en rouge, la guillotine, mais le sang est corrosif. Il faut gérer les prisonniers, c'est-à-dire les faire manger, les enjôler, les emmener sur les lieux d'exécution. Ensuite, il faut payer le bourreau. Vous savez, le bourreau, il est membre d'une profession libérale. Il est rémunéré 100 livres à la tête. Le porteur, il est rémunéré 50 livres. Un instituteur, entre guillemets, à l'époque, est rémunéré 100 livres par mois. C'est très coûteux. Et ensuite, lorsque le corps est coupé, il faut l'enfuir. Le sang qui coule 1 à 2 litres par exécuté, ça s'accumule, tout ça. C'est très coûteux. Lorsque vous on ne connaît pas, bateau, en fait, le crime de masse à l'époque. On ne connaît pas ce qu'on appelle on n'a pas trouvé la solution. Tout simplement. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas trouvé la solution à l'utilisation du gaz, etc., on n'a pas trouvé la solution au crime de masse. On va la trouver par la suite. Bon. Donc, on va décider très tôt d'arrêter ces moyens pragmatiques en raison de leur manque d'efficacité et de leur coût. D'où l'idée de créer un plan d'extermination rationnel, efficace, crime de masse. Et ça va être le plan Turreau qui date de janvier 94 et qui s'appuie sur 3 structures. Les colonnes infernales dont vous parliez tout à l'heure, qui se mettent en branle le 21 janvier pour commémorer l'exécution du roi. Deuxièmement, la flottille sur la Loire. Et troisièmement, ce que l'on ne connaît pas, la commission de subsistance qui est chargée du pillage de la Vendée. Ces généraux ne font qu'exécuter la loi. Et d'ailleurs, c'est si vrai que lorsque Turreau, qui a reçu l'ordre de se mettre en route, commence à œuvrer, les ordres sont très clairs. Il faut exterminer tous les habitants qui résident sur cette contrée, qu'il y ait des bleus, c'est-à-dire des républicains, ou des blancs, tout le monde. Mais Turreau y avait manifesté quelques réticences. Ah, pas du tout. Non? Ah non, pas du tout. Turreau, on lui demande de faire un plan, il ne se pose aucune question. Et il va même, pour être sûr du bon droit, il va demander l'aval à son plan d'extermination au gouvernement. Il cherchait une caution quand même. Mais il l'avait en amont. Pour être exonéré de toute responsabilité personnelle. Et par la suite, il va la demander. Et c'est le ministre de la Guerre, Carnot, qui va lui répondre en disant que c'est exactement ce qu'on attend de lui. Et c'est la lettre du 8 février 1794. Et pour être sûr que la loi va être appliquée, on demande à chaque responsable, qu'il soit politique ou militaire, de rédiger par jour un double rapport similaire. Un pour l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Convention, et un deuxième pour le pouvoir militaire, c'est-à-dire le ministère de la Guerre. Et c'est grâce à ce double rapport qu'on a pu retrouver le bilan de toutes ces opérations et les atrocités commises. Par exemple, comme les tanneries de peau humaine, comme la fonte des graisses pour faire des savons, la momification des corps, etc. Ça, l'horreur impensable et que l'on retrouve dans toutes les guerres idéologiques du 19e et surtout du 20e siècle. Avec des moyens classiques. Avec les moyens classiques. C'est-à-dire qu'on explique comment il faut découper la peau d'un Vendéen pour en faire un pantalon de gendarme, etc. Tout est très bien explicité. Bon, et donc tous ces rapports, on les a. Alors lorsque la Convention va tomber avec la chute de Robespierre, les députés concernés par cette histoire ont demandé la destruction de tous les documents politiques. Mais ils ont oublié que l'armée avait aussi ses doubles. Donc ils n'ont pas donné d'ordre à l'armée. Et l'armée, scrupuleusement, a déposé ses archives au fort de Vincennes. Malheureusement, un certain nombre de ces documents ont disparu, mais il reste l'essentiel. Et c'est là-dedans où on découvre tout. Alors les bilans de tout ça, est-ce que les bilans étaient possibles à établir ? L'idéal aurait été d'avoir, commune par commune, la liste des morts, la liste de l'habitat détruit. Alors, on a ça partiellement, commune par commune, grâce au registre clandestin des prêtres. Mais c'est insuffisant. Grosso modo, c'est 110 communes sur 770. Et en fait, j'ai appliqué une méthode
démographique très américaine. J'ai évalué la population sous l'Ancien Régime, la population sous l'Empire, et la différence donnant grosso modo le nombre de disparus. Sur une population de 815 000 habitants, c'est au minimum 117 000. Et est-ce que cette idée... Mais on est loin des 800 000 quand même, hein. Oui, eh ben c'est un échec, Oui. mais même si c'est énorme. Il y a des villages qui ont été exterminés à 60%, d'autres avec des taux beaucoup plus marginaux. Bien. Alors, est-ce que cette idée de la révolution d'exterminer de préférence les femmes, si reproducteurs, les enfants, ont été appliquées? Oui. Puisque tous les carottages que l'on a faits, par exemple au Luxembourg-Boulogne, à la Chapelle-Basse-Mère, etc., vont tous dans le même sens. 70 à 80% des gens exterminés sont des femmes et des enfants. Alors, deuxième question. Est-ce qu'on pouvait évaluer l'habitat? A priori, non, puisqu'il n'y avait pas de liste commune par commune pour l'habitat. En fait, si. Parce que Napoléon Ier a décidé d'indemniser la Vendée. Et il a indemnisé la Vendée, le département, en 1808, les Deux-Sèvres et la Loire-Inférieure en 1811-1812, le Maine-et-Loire devant être indemnisé en 1815, et malheureusement, pour les Maignots, l'Empire est tombé plus tôt. Et on a donc la liste de l'habitat détruit dans ces départements, et parallèlement, on a, grâce au cadastre, la liste de l'habitat existant. Conséquence, on a les deux chiffres, et là, on se rend compte qu'il y a des communes qui ont été rasées à 70-80%, et puis d'autres. On est entré dans le cœur du sujet avec la question du génocide. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait plus d'insurrection en décembre 93 en France, et que donc l'extermination a commencé en janvier 94. Oui, ça veut dire que la Révolution aurait très bien pu s'épargner Absolument. cette extermination. Absolument. Et en fait, c'est Gracchus Babeuf qui explique ça plus tard, et on retrouve ça dans un certain nombre d'autres écrits de conventionnels. Il s'agit de faire de la Vendée un laboratoire. Si le peuple ne pense pas bien, il faut changer le peuple. C'est ça le concept. Donc, il faut faire de la Vendée un laboratoire, et le fruit de l'expérience devant être exporté dans d'autres régions. Et la première région qui devait être exterminée par la suite, dont la programmation a été faite, c'était la Bretagne. Et d'ailleurs, on commence à œuvrer en Bretagne assez tôt dans cette logique d'anéantissement et d'extermination dans le cadre du département du Morbihan. Est-ce que les régions alentours vont s'apercevoir du drame qui se produit en Vendée à l'époque? Non seulement ils vont s'apercevoir du drame qui se produit, mais ils vont voter un certain nombre de mesures allant dans le sens de l'anéantissement et de l'extermination. Ils participent à la purification. On a des exemples. Ah oui, oui, on a des exemples très précis de délibérations municipales ou départementales qui vont dans ce sens-là. Ce qui paraît extrêmement cynique parce que ces régions qui ne sont pas concernées, voilà, sont révolutionnaires. Il faut purifier. Parce qu'en fait, on se dit, il faut casser, briser ce souffle contre-révolutionnaire pour pas avoir d'ennui chez soi. La Bretagne, qui a connu, vous l'avez rappelé, une insurrection et une répression, enfin sous Louis XIV, n'a pas réussi à se solidariser vraiment avec la Vendée à ce moment-là? Pour des raisons de circonstances, parce que la structure de l'organisation bretonne était une structure pyramidale et nobiliaire, avec à sa tête une clé de voûte, qui est la Rouërie. Le marquis de la Rouërie, un compagnon d'armes de Washington. Et la Rouërie va mourir très tôt. Il va mourir en janvier 1793, décapitant donc l'insurrection bretonne, trahi par son ami Cheftel, qui est un ami de Danton, d'où l'échec de Valmy d'ailleurs. Parce qu'en fait, on pourra en parler un peu plus longtemps dans le cadre d'une autre émission, il avait été prévu que Paris soit pris en tenaille par l'Est avec les troupes des Alliés, et à l'ouest par l'insurrection généralisée de la Normandie et de la Bretagne. Et Paris devait tomber dans le cadre d'une tenaille. Et en fait, c'est Cheftel qui trahit, qui avertit Danton, et c'est Danton qui achète Brunswick avec les bijoux de la couronne, parce que Valmy est une non-bataille. Valmy est un achat, nous le savons maintenant. On a acheté le duc de Brunswick avec les bijoux de la couronne, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans sa succession. Mais c'est grâce à une trahison. Rainald Sécher, Lénine est allé en Vendée. Oui, bien sûr, pour comprendre les méthodes. Mais la Vendée est vraiment une histoire matricielle. On a une trace de ce voyage de Lénine en Vendée. Vous avez sa maison à Pornic, vous avez même une plaque sur sa maison. Mais il y est allé pour une raison bien précise. Oui, pour étudier comment se passait une répression. Il y va avec sa maîtresse, il séjourne. Mais vous savez,
les principaux leaders des grandes révolutions marxistes de par le monde ont tous fait des séjours en France. Pol Pot, Ho Chi Minh, etc. Ils ont tous été de brillants universitaires en France. Donc rien de nouveau en fait, c'est Rien un de laboratoire. nouveau. La révolution est un laboratoire. Une question sur ce mot auquel vous tenez, celui de mémoricide. Parce Oui. que précisément, vous avez énormément contribué à exhumer de la mémoire nationale cette histoire de la Vendée, cette histoire dramatique. Le mémoricide se distingue du génocide en quoi? Oui, alors, en fait, le génocide est un crime contre l'humanité. Bien. Il y a 3 types de génocide. La conception, ou la réalisation partielle ou totale, ou la complicité dans la conception ou la réalisation partielle ou totale de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, racial ou religieux. C'est ça la définition de génocide. Et d'ailleurs, à l'époque, dans le cadre des procès qu'il y a eu pour dénoncer les crimes contre l'humanité commis entre autres par Carrier et par Turreau, on va avancer dans le cadre des débats un certain nombre de définitions pour définir justement les crimes contre l'humanité. Bien, aux mêmes conclusions que Nuremberg, comme quoi l'histoire se répète. Donc, à l'époque, donc il y a bien un génocide, proprement dit. À l'époque, on va appeler ça un popucide ou un système d'extermination et d'anéantissement. Bien, qui, et ça c'est le fait spécifique de la Vendée, unique dans l'histoire de l'humanité, ce génocide a été conçu et voté par une assemblée souveraine qui décide de sang-froid d'éliminer une partie de son peuple. Et ça ne s'est pas répété. Jamais. Toutes les mesures autres qui ont été prises au XIXe siècle, au XXe siècle, dans les cas de régimes dictatoriaux, que ce soit les régimes staliniens, léniniens, hitlériens, etc., tous les crimes commis ont été des crimes politiques et administratifs. Aucun de ces crimes n'a été voté par les assemblées nationales souveraines. Alors pourquoi est-ce que je parle de mémoricide? Parce qu'à l'époque, on avait parfaitement conscience à la fois du crime commis en Vendée et de la spécificité de ce crime. Et à l'occasion de procès pour crimes contre l'humanité organisés à l'encontre de Carrier et de Turreau, parmi d'autres, on décide de tout faire pour maintenir la mémoire, pour pas que l'histoire bégaie, pour pas recommencer. Et un certain nombre d'idées fusent, l'érection de monuments, l'impression des documents originaux, etc., etc. Et Napoléon Ier lui-même a réfléchi sur la mémorisation de cela. De même que Louis XVIII et Charles X, dans le cadre de la Restauration, comment faire en sorte que le souvenir se pérennise? Comment faire en sorte de réparer? Donc, on écrit beaucoup, on aide les épouses des anciens généraux à rédiger leur mémoire, on facilite l'érection des monuments, l'entretien de cette mémoire. Alors, comment cela se fait-il que 200 ans plus tard, non seulement on ne s'en souvient pas, mais deuxièmement, on le nie? Parce que ça veut dire que tout au long du 19e, on a essayé de réparer. Alors, en fait, on essaie de réparer Napoléon jusqu'à Charles X. Et la rupture, c'est Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier qui va essayer de créer le mythe de la Révolution propre. Et pour ce faire, il va faire 3 choses. Pour commencer, il va détruire toute expression de la mémoire en Vendée. Mais ce qui est vrai en Vendée est vrai ailleurs. Deuxièmement, il va payer un historien qui s'appelle Michelet pour créer le mythe d'une révolution propre. Et troisièmement, il va se porter garant de cela. Conséquence, on va réécrire l'histoire, on va gommer les traces en Vendée. Il y a Taine qui a écrit là-dessus en 1884. Il faut lire Taine, Hippolyte Taine, qui explique qu'en fait, Louis-Philippe Ier va expurger l'histoire réelle de tout ce qui pourrait nuire à une histoire propre. Et il prend des exemples très précis. Lisez Taine, il faut lire Taine.
Et puis en fait, localement, on va se défendre, on va dénoncer à la fois la philosophie et la politique. Et en fait, lorsque on va ériger la chaire de la Révolution française, on va s'arranger pour qu'il y ait toujours un homme de gauche et de préférence un marxiste pour que ce nettoyage continue. Donc de Michelet à aujourd'hui, bien sûr, ça toujours continue. Absolument. D'où la surprise de ceux qui faisaient l'histoire officielle par rapport à ce livre et par rapport aussi aux données rigoureuses qui avaient été rassemblées et qui avaient donné naissance à ce livre. Donc après tout le délire de négation en disant mais non, il n'y a jamais eu de loi, etc. Et moi je dis aux gens, vous avez toutes les références dans ce livre. Si vous ne me croyez pas, référez-vous à ces références et allez voir les documents originaux. Quand je mets une référence, elle est très précise. Il suffit d'ouvrir par exemple le journal officiel du 1er octobre 1793 pour lire la loi d'extermination. La loi d'anéantissement, le journal officiel, oui, le c'est Moniteur, irréfutable. C'est irréfutable. Si vous voulez pas me croire au niveau des bilans immobiliers, allez voir aux archives, les communes par commune, la liste de l'habitat détruit, etc. Si vous voulez pas me croire au niveau des tanneries de peau humaine, au niveau, par exemple, de l'asphyxie des gens à Nantes dans le cadre des bateaux, où en clair, on met les enfants et les femmes dans les bateaux, parce que le bateau coûte cher quand on le coule 2000 livres, et on se dit, mais on peut pas le récupérer, ça coûte trop cher. Donc on va transformer ces bateaux en chambres d'asphyxie. Et les gens meurent dans des conditions épouvantables, ils crient, etc. Et en fait, il va y avoir une pétition de la part des riverains du quai de la Fosse qui est transformé en mouroir, une pétition vis-à-vis du maire de Nantes en disant « Nous, on ne peut plus supporter ça parce que ça nous empêche de dormir, tout simplement. » Mais tout ça, c'est dans les archives de Nantes. Et vous avez les références. Donc irréfutable, le mémoricide, aujourd'hui, vous diriez que nous sommes dans une phase de redécouverte de l'histoire, que les choses touchent à leur fin, ou qu'on est encore dans cette idée que l'histoire propre domine, que tout est verrouillé? Pour moi, la Vendée est matricielle. C'est-à-dire, un journaliste en 1930 disait qu'on était incapable de prévoir l'avenir de l'Allemagne nationale socialiste, que cet État allait devenir un État criminel, parce que nous refusions de lire notre propre histoire, et notamment l'histoire de la Vendée. J'écris des pages là-dessus. Et nous avions commis ce crime suprême, il n'utilisait pas le mot de mémoricide, mais il aurait pu l'utiliser, qui nous empêchait de lire l'histoire future qu'allait commettre le nazisme. Et en fait, je pense qu'il faut définir un nouveau crime de génocide. Je vous ai parlé tout à l'heure de la conception, ou de la réalisation, ou de la complicité dans la réalisation ou la conception. Je pense qu'il faut absolument que les tribunaux internationaux prennent conscience de l'enjeu de la mémoire. Et je pense qu'il faut absolument inscrire comme crime de génocide le crime de mémoricide. Mais est-ce que vous verriez d'un bon œil, puisque ça fait l'objet quand même de nombreux débats, le fait d'inscrire une vérité historique dans la loi, avec toutes les lois mémorielles qui concernent alors d'autres populations, celles qui ont connu l'esclavage par exemple, mais est-ce qu'on pourrait l'imaginer, l'étendre à des périodes de l'histoire et ces lois existent. Je pense que arrêtons de regarder les poutres dans les yeux de nos voisins. Sachons aussi regarder les nôtres. Et je pense que on ferait une bonne œuvre en le faisant, en disant, bien sûr, une histoire n'est jamais propre. Mais il y a aussi des histoires matricielles dont l'analyse peut nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé ailleurs. Et d'ailleurs, bon nombre des crimes commis au niveau mondial par un certain nombre de dictatures, je prenais tout à l'heure un certain nombre de noms de dictateurs, ont puisé l'essence dans la Vendée. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à cette Vendée, réfléchir pour concevoir l'avenir possible. Regardez par exemple, qui aurait pu imaginer par exemple qu'il puisse y avoir des colloques de négation des crimes de génocide commis vis-à-vis des Juifs. Eh ben voilà, on y est. Mais vous savez, les bicentenaires, c'est la même chose. On a empêché dans le cas des colloques scientifiques toute intervention d'historiens qui avançait ce concept de génocide. Mais quand je parlais des lois mémorielles et du mémoricide en particulier, et vous avez parlé des tribunaux, vous imaginez une forme juridique à l'atteinte à la mémoire? Je pense. Comment défendre la mémoire concrètement? Je pense qu'il y a une justice
qu'il faut savoir rendre. C'est-à-dire, il faut reconnaître, que l'État français reconnaisse ce qu'il a commis vis-à-vis... Une forme de repentance. Une forme de repentance, mais au-delà de repentance, une reconnaissance. Bien. Et puis, en même temps, ça sous-entend un certain nombre de choses. Comment cela se fait-il qu'il puisse y avoir, encore de nos jours, des noms de criminels contre l'humanité qui soient donnés à des lycées, à des rues? Je prends un exemple. Comment peut-il y avoir des lycées Robespierre? Comment peut-il y avoir des rues Carnot? Comment peut-il y avoir, dans le cadre, par exemple, sur les voûtes de l'Arc de Triomphe, le nom de Turreau? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une place Hitler au centre de Berlin? C'est impensable. Donc là, il y aura un travail de révision. De révision. Merci beaucoup Reynald Secher d'être venu nous parler de la Vendée vengée, le génocide